Compose, épisode 27. Et du coup, je suis parti là-bas. J'avais jamais été aux États-Unis de ma vie. J'oublierai jamais le premier jour où je suis arrivé. Je prends l'avion et je suis là, ok, qu'est-ce que je fous ici de l'autre côté de la planète, avec le décalage horaire, donc je pouvais même pas appeler mes parents parce que je savais pas. Je devais trouver un logement. J'en avais plus ou moins trouvé un à l'avance, mais c'était pas encore 100% sûr. Donc c'est la première fois où j'ai vraiment eu un feeling. Ok, ici maintenant, je suis plus ou moins grand, je dois me débrouiller quoi. T'avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir 22 ans, 21 ans, un truc comme ça. Albert K est mon invité cette semaine. Albert K, il est DJ, producteur, ingénieur et chercheur en technologie musicale. Ensemble, on a parlé de la première radio qu'il a construite à 8 ans, de la première fois où il a mixé, à un goûter d'anniversaire jusqu'aux boîtes de nuit où il s'est produit, de ses études d'ingénieur, de son départ pour Londres, de son projet encore secret qui lui a ouvert les portes de Georgia Tech à Atlanta, de sa reconnaissance envers toutes les personnes qui l'ont soutenu dans son parcours, d'une chanson qu'il a pu produire avec un robot, du studio et de la résidence d'artistes qu'il est en train de construire, de ses parents, de son envie de plus se produire en Belgique. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Albert K d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Merci de me recevoir. Tu es donc DJ, producteur, ingénieur et chercheur en technologie musicale. Ça fait beaucoup de choses alors que tu es super jeune. Tu peux un peu m'expliquer en fait les tout débuts, comment est né ton intérêt pour la musique ? Alors mon intérêt pour la musique est né assez rapidement. J'étais jeune, je jouais dans ma chambre. J'avais pas beaucoup j'avais pas de radio. Et puis, j'ai trouvé par hasard les vieilles radios qu'il y avait dans les voitures. Je ne sais pas si tu te souviens. Ouais. Et elles ne fonctionnaient pas. Et j'adorais déjà tout ce qui était électronique. Du coup, à l'époque, mes cadeaux d'anniversaire, je demandais des kits Velleman. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, ça, je ne vois pas. C'est des petits kits qu'on va acheter où on doit souder. Il y a des petits PCB qui sont fournis. Ou par exemple... on a une LED, on a des LED qui réagissent quand on parle ou quelque chose comme ça. Et du coup, je demandais tout le temps ça. Et puis, quand j'ai trouvé cette radio, je me suis dit, ça, c'est top, je vais avoir de la musique. Ça, c'était encore avec des CD. Donc vraiment, pour quelqu'un d'aujourd'hui, c'est vieux, quoi. Et mon père m'a aidé à la réparer. On l'a soudée ensemble. J'ai été trouver des vieux woofers pour des baffles et j'ai créé le caisson de baffle moi aussi, tout seul avec mon père aussi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu ma première radio. Et puis après, je jouais. J'avais 8 ans, donc je jouais, je sais plus à quoi, disons des Lego, avec la musique. Et du coup, j'étais trop fan. Et puis, ça a un petit peu évolué. Quand on a 13-14 ans, je trouve que... il y a beaucoup d'enfants qui commencent à mixer parce que c'est un peu stylé. C'est cool. Ouais, c'est cool et tout. Moi, j'étais à Mel et il y avait les Courfeest. Et les Courfeest, c'est une après-midi où on s'en réjouissait tous. Il y avait plein de châteaux gonflables qui venaient et tout ça. Et il y avait toujours un élève qui était responsable de la musique et qui pouvait un peu mixer. Et c'était un peu le truc de cool de pouvoir faire ça. Et du coup, quand j'ai vu un de mes potes mixer, je me suis dit c'est trop chouette et tout. J'ai commencé dans mon grenier et puis ça a un petit peu dégénéré, en bien. Ouais. J'ai commencé à mixer dans mon grenier, puis des amis de mes parents m'ont demandé de faire un goûter d'anniversaire. Je pense honnêtement qu'au début c'était juste pour me faire plaisir et aussi parce que j'étais tout petit pour mon âge. Du coup, je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Du coup, je pense que c'était mignon d'avoir un petit gosse comme ça. Et là, par hasard, il y a quelqu'un d'autre qui s'est dit « Oh, c'est trop chouette, je vais aussi lui demander. » Et puis comme ça, et avant que je m'en rende compte, en fait, je me suis retrouvé à jouer dans les boîtes de nuit à Bruxelles. Et puis ça a évolué. Il y a une société d'événementiel à Zurich qui est venue, qui m'a demandé de jouer pour eux. Et puis petit à petit, comme ça a évolué, quoi. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement du passage de mixer chez des amis qui veulent te faire plaisir à mixer dans des boîtes à Bruxelles ? Comment tu l'as ressenti, toi ? Mais ça a été vite, mais en même temps, c'était en fait hyper gratifiant de voir qu'une passion... j'ai très vite compris qu'une passion pouvait devenir quelque chose de plus grand. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'envie de prendre un projet
et d'essayer de l'amener le plus loin que je puisse, en fait. Et oui, c'était hyper cool, mais au début, je me rendais pas spécialement compte non plus. Je le faisais vraiment parce que, et encore maintenant, parce que j'adore. Et du coup, mais t'es super jeune. Est-ce que à ce moment-là, on te paye déjà pour tes prestations ? Oui, évidemment, au début, c'était vraiment pas grand-chose. Au début, en fait, il me donnait quelque chose parce qu'il trouvait ça chouette et plus comme un cadeau, mais je demandais rien du tout. Maintenant, les boîtes de nuit, légalement, ils devaient me payer. Donc oui, il me payait quelque chose et ça me permettait en fait de réinvestir dans mon matériel. Au début, j'ai commencé avec des petites platines vraiment nulles et puis j'ai pu acheter des Pioneer qui étaient et qui est toujours la marque leader. Bon, maintenant je suis avec le haut de gamme des Pioneer. Dans le temps, j'étais vraiment avec le bas de gamme, mais du coup, en fait, ça me permettait d'évoluer dans ma passion. Donc tu réfléchissais déjà à ça vraiment d'une manière professionnelle aussi ? Je ne sais pas si je réfléchissais d'une manière professionnelle, je me disais juste, vu que j'avais la passion, trop chouette, je vais pouvoir avoir le modèle juste au-dessus qui va me permettre d'avoir telle et telle option en plus, ça va être trop chouette. Et puis ça a évolué, oui, quand j'avais 15-16 ans et que je commençais à faire, ou peut-être 17 ans, quand je commençais à vraiment jouer de plus en plus et que ça devenait vraiment une entrée, alors là tout de suite... je me suis dit que je voyais par rapport à mes amis que j'avais une entrée et eux ils faisaient plutôt la fête et ils dépensaient et là très vite je me suis dit ok cet argent je dois le mettre de côté et d'ailleurs c'est ça qui m'a permis aussi d'évoluer dans ma passion à ce que ça en est aujourd'hui, vu que je me suis créé un petit capital que j'ai pu réinvestir pour pouvoir, quand c'est devenu plus sérieux, investir en moi-même et dans tout ça, quoi. Et puis il est venu le moment de choisir tes études, et là tu choisis de devenir ingénieur. Comment ça s'est passé ? Alors là, je savais depuis que j'étais tout petit que je voulais être ingénieur, mais je ne savais pas dans quoi. Et du coup, j'ai été visiter plein d'universités en Belgique. Et je suis tombé sur l'ECAM, qui est d'ailleurs pas une université mais une haute école, parce que souvent on me le dit. Et du coup, je trouvais ça cool parce que c'était vraiment un peu ingénieur civil, mais en moins théorique et en plus concret. Donc j'ai commencé ça, mais à cette époque-là, j'avais 17 ans. Donc j'étais à l'UNIF, et là en fait... très vite, ce qui s'est passé, c'est que je trouvais que c'était pas assez concret. Et à cette époque-là, je jouais vraiment tous les week-ends. Genre, parfois, j'avais 2 soirées en un soir. Et du coup, mes parents pensaient que... Enfin, je ratais un peu mes examens. Donc mes parents pensaient que c'était à cause de la musique. En fait, c'était aussi parce que c'était pas trop fait pour moi. Mais je m'en rendais pas compte. Et du coup, j'ai doublé ma première. C'était aussi liberté. Je suis à l'UNIF, j'ai une coloc, je suis à Bruxelles. Je peux aller voir mes amis quand je veux. Dans le fond, je suis aussi un fêtard. Donc le tout a fait que c'est pas toujours facile à gérer, surtout que j'avais encore 17 ans, vu que je suis de fin d'année. Et donc j'ai doublé. Et puis j'ai recommencé. Et là, je savais que je devais être plus sérieux. Et donc à Noël, j'ai réussi. Donc ma deuxième première, je réussissais. Le seul truc, c'est que mes parents voyaient bien que c'était pas trop pour moi. Et donc je pense que... en février, mai, je sais plus exactement le mois, un peu après mes examens de Noël, mes parents m'ont dit, est-ce que tu es sûr que tu devais encore faire ça 5 ans, parce qu'on a l'impression que... Et là, en fait, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, en fait, non, c'est pas du tout fait pour moi, j'adore ingénieur, mais c'est pas fait pour moi. Et du coup, c'est comme ça que je suis parti, au lieu de me tourner les pouces et de rien faire. J'ai toujours su que je devais apprendre l'anglais, mais jusque-là, j'avais tout étudié en flamand, en humanité et en français à l'UNIF. Du coup, je me suis dit, ok, je vais pas ne rien faire, je vais aller apprendre l'anglais. Et du coup, c'est là où je suis parti à Oxford pour le reste de l'année. Et c'est là où il y a un peu tout qui a changé. Parce que c'est comme ça qu'en fait... il y avait Helen
qui était quelqu'un qui aidait les étudiants à trouver des unifs qui leur correspondaient. Une conseillère d'orientation. C'est pas vraiment d'orientation, c'est plus on sait, elle t'accompagne pour voir ce que t'aimes vraiment. Ouais. Une orientation, tu arrives et tu sais pas ce que tu veux faire. Ici, tu sais ce que tu veux faire et puis elle regarde un peu ton caractère et tout ça et elle se dit, ok, ça c'est un bon choix, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Excellent. Et donc comme ça, on est tombé sur mon université à Londres, parce que je savais que je voulais être dans la musique, mais dans tout ce qui est technologie de la musique et dans tout ce qui est ingénierie. Donc plutôt vraiment inventer des micros, inventer des amplis, tout ça, inventer des nouveaux instruments, t'as compris. Et du coup là, à cette époque-là, c'était un peu tendu avec mes parents, parce que c'était ma deuxième première, j'avais arrêté, je savais pas trop ce que je voulais faire. Oui, je voulais être dans la musique, mais à ce moment-là, mes parents se rendaient pas encore trop compte de ce que c'était. Ouais. Ils se disaient, ok, mon fils veut faire de la musique, il va travailler une guitare au bord de la rue. Enfin, c'est horrible, mais c'est vrai que c'est la première impression que ça donne. Et du coup, là, secrètement, j'ai passé des tests parce que c'était une unif très dure à rentrer, où c'était dur de rentrer. On était 30 à être pris par an. Et donc, ce qui se passait, c'est que j'ai commencé donc avec Hélène, qui avait trouvé ça. Et c'était une très bonne unif en Europe et tout ça. Il fallait passer des rounds et des tests. Donc, je l'ai passé secrètement en me disant, je serai jamais pris, c'est beaucoup trop dur, j'ai même pas encore l'anglais. Et bizarrement... j'ai réussi. Et donc, quand ça devenait plus sérieux, la dernière interview pour voir si on était vraiment pris ou pas, j'avais pas le choix. Là, je vais le dire à mes parents, quoi. Parce qu'une fois qu'on a passé ça, c'est plus ou moins comme si on était inscrit. Et donc, là, j'en ai parlé à mes parents. Et mes parents, j'ai énormément de chance et je les remercierai jamais assez. Ils ont pris le temps de venir voir l'UNIF et de se renseigner pour voir ce qui était ce nouveau monde qu'ils connaissaient pas spécialement. Et donc, je me rappellerai toujours mon père qui vient avec moi à Londres. Mon dernière interview, qui tombe un peu des nues parce que je lui avais pas dit, mais en fait ça faisait 4 mois que je passais des tests. Ah ouais. Et donc, j'arrive dans cette université et on monte tous les labos d'électronique, avec tout le matériel, aussi des studios, vraiment tout. Et là, mon père découvre un nouveau monde et trouve ça incroyable. Et puis, je passe le test et on continue à visiter l'UNIF. Et 1 heure après, on nous disait si on était pris ou pas. Et avant ça, quand j'avais tout expliqué à mes parents, j'avais fait un deal avec eux. J'ai dit, voilà, maman et papa, j'aimerais beaucoup faire ça. S'il vous plaît, venez voir. Si jamais je réussis, il y en a que 30 qui sont pris par an. Est-ce que vous êtes d'accord que j'y aille? Et si jamais je ne suis pas pris, je vous promets, j'arrête la musique. Et je vais, je retourne à Bruxelles et je commence quelque chose en gestion ou je sais pas, autre chose. Ah ouais, c'est un gros pari que tu prends. Donc un gros pari. Et donc le jour où j'apprends que je suis pris, donc c'était en juin, mais à une condition, c'était que mon anglais était bon. Je devais avoir l'IELTS 7,5, le truc basique en Angleterre. Dans toutes les branches, parce qu'il y a 4 branches. Quand on passe l'IELTS, c'est le vocabulaire et grammaire, bref. Et donc là, j'ai un gros stress. Je dis, yes, je suis pris, mais je dois avoir ça. Et donc, je pars en Angleterre intensif, dans un petit village paumé en Angleterre, où vraiment je suis je loge chez les personnes âgées. Elles avaient 85 ans. Et la journée, j'étais dans une espèce d'école où on parlait qu'en anglais. Et donc, j'avais 1 mois, quoi. En 1 mois, je devais avoir le niveau. Et j'avais commencé à apprendre l'anglais 2 mois avant. Donc, c'était chaud, quoi. Et à Oxford, trop chouette. Mais c'est pas le meilleur endroit pour apprendre. Enfin, si, les bases, on fait beaucoup la fête. Mais vu qu'il y a beaucoup d'étrangers, en fait, on finit par rencontrer des autres Belges ou des Français. Et on parle quand même en français. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé, OK, je vais dans ce petit bled. Et là, en fait, je me suis stricté. Et donc, j'ai commencé à regarder 2 films par soir. Mais pas juste regarder des films, c'était films en anglais. Si je comprenais pas sous-titres, si je comprenais pas,
noté dans un petit cahier et le lendemain j'arrivais au cours et je demandais ce que je devais faire, quoi. Enfin, l'explication. Et puis, par hasard, j'ai réussi. Et je l'ai eu. Et donc là, on est retourné avec mon père. Et ils m'ont dit non, t'es pris. Et je me rappellerai toujours ce moment. Ils ont dû me le dire 4 fois pour que j'y croie. Trop chouette. Et donc mon père a dû me dire Antoine, maintenant t'es pris. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire, comment j'ai commencé à être dans le monde de la technologie musicale et à vraiment étudier ça. Et comment ça s'est passé alors, quand tu as commencé à étudier là-bas, comment tu l'as vécu ? Alors, c'était très chouette, mais par contre, j'avais sous-estimé une chose, c'est que c'est très bien d'avoir l'IELTS numéro 7, enfin 7,5, ce qu'il fallait pour rentrer et tout, mais en septembre, non, il s'agissait plus de rater. Et à l'époque, j'avais que, à l'UNIF, j'avais fait 2, on va dire, un peu échecs. Eh bien, je suis arrivé, et donc j'arrive je pense que j'étais tout puissant parce que je pensais avoir le niveau et tout. Mais quand on a des profs purement anglais et qui viennent un peu de partout, donc de l'Écosse, de Irish et tout ça, c'est des autres accents. Il y a des accents, oui. Et donc, je comprenais rien. Donc j'étais en cours, mais je comprenais rien du tout. Et donc ça, la première année a été très dure parce que j'avais vraiment un dictionnaire à côté de moi et je devais revoir tous les cours le soir, quoi. Donc c'était assez intense. Ah, ouais. Mais au final, je m'en suis sorti. Deuxième, ça a été beaucoup mieux. Troisième, j'ai coloc avec des autres amis où c'était très chouette et j'arrivais vraiment à combiner le travail, l'amusement et les études. Et du coup, ça s'est très très bien passé et tellement bien passé que ça m'a ouvert les portes pour aller faire un master aux États-Unis. Et donc ça, c'est une chance incroyable. Et du coup, j'en suis conscient, j'ai eu énormément de chance. Oui, c'est à la Georgia Tech, à Atlanta, que tu es rentré. Ça aussi, c'est une école très sélective. Comment ça s'est passé du coup ? Comment ça s'est fait de Londres à Atlanta ? Mais alors, en fait, à Londres, dans mon UNIF, quasi tout se jouait sur les projets. Et donc, comment ça fonctionnait ? En première année, on devait créer quelque chose qui existait déjà. En deuxième année, quelque chose qui existait déjà combiné avec quelque chose de nouveau. Et en troisième année, quelque chose de complètement nouveau. Et donc, en première, j'avais refait un ampli. Donc, c'était trop chouette parce qu'il faut aller dans les labos, il faut vraiment souder. Je pense que c'est ça le plus de l'UNIF, c'est qu'on a accès au matériel, on va vraiment avoir tout le matériel nécessaire pour vraiment faire un vrai ampli et ça va pas être juste théorique sur ordinateur ou quoi. Donc on avait vraiment de l'expérience, on pouvait souder et tout. Donc et alors ce qui est un peu stressant, c'est que c'est assez on va dire compétitif. C'est un jury externe qui vient nous coter. Du coup, il y a aucune. Donc, on peut être un très bon élève toute l'année, mais si ce projet-là est pas bien fait, le jury il nous pète, quoi. Ah oui. Et ça a une très grosse conséquence sur notre année. Donc, on a que 1 mois pour le faire. Donc, c'est 1 mois assez intense. Et tout le monde est un peu en compétition. Donc, ça c'est un peu moins chouette. Donc première année, j'ai créé un ampli. Deuxième année, j'ai fait un drum pad combiné avec un autre truc. Et puis il y a le jury qui est passé, qui est arrivé et qui a adoré mon idée. Du coup, j'ai dû faire ça en troisième. Et les profs ont tellement aimé qu'en fait, ils ont dit OK, tu dois aller aux États-Unis parce que cette école-là, cette UNIF-là est incroyable. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appliqué à MIT et Georgia Tech, où j'étais accepté. Le problème, c'était que MIT, je devais attendre 2 ans et demi avant de commencer, parce qu'il n'y en avait que 4 qui étaient pris par an, et ceux qui commençaient l'année où je voulais attendaient depuis 2 ans. Et donc ça, moi, j'ai pas eu le courage d'attendre, et en plus, je vois pas l'intérêt. Et du coup, Georgia Tech, il m'avait tout de suite pris, parce que là, on était pris 15 par an à être pris, accepté. Et du coup, je suis parti là-bas. J'avais jamais été aux États-Unis de ma vie. J'oublierai jamais le premier jour où je suis arrivé. Je prends l'avion et je suis là, ok, qu'est-ce que je fous ici? De l'autre côté de la planète, avec le décalage horaire, donc je pouvais même pas appeler mes parents parce que je savais pas. Je devais trouver un logement. J'en avais plus ou moins trouvé un à l'avance, mais c'était pas encore 100% sûr. Donc c'est la première fois où j'ai vraiment eu un feeling, ok, ici maintenant je suis plus ou moins grand, je dois me débrouiller, quoi. T'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 22 ans, 21 ans.
un truc comme ça. Peut-être 22 ans. Ah ouais. Et oui, tu disais un autre truc. Voilà, c'est un projet secret que tu as. On ne peut pas encore le dévoiler pour l'instant, mais c'est vraiment, c'est un peu ce projet qui t'a ouvert toutes ces portes aussi. C'est ton idée. C'est complètement ça. En fait, c'est une nouvelle idée qui m'est tombée dessus. Vraiment bizarrement, mais à cause d'une insomnie pendant la nuit. Et je me suis énervé sur quelque chose qui a fait en sorte que j'ai découvert cette idée. Et les jurys ont vraiment tellement aimé cette idée qu'ils m'ont obligé en fait à faire ça en 3e année comme nouveau projet. Mm-hmm. Du coup, tous les profs se sont mis dessus. Il y a même des sociétés enfin pas des sociétés, mais des conseillers de sociétés qui m'ont épaulé. Et qui, grâce à ça, en fait, c'est aussi grâce à ça que j'ai été accepté aux États-Unis, parce que les sociétés, du coup, ont écrit des lettres de motivation aux universités pour que je rentre. J'ai dû présenter le projet à l'université et à Georgia Tech, en fait, on arrive, c'est pas un master normal, on arrive vraiment avec un projet qu'on développe. Mm-hmm. Et donc, c'est pas être assis sur les bancs et apprendre des cours. Non, c'est plus, on arrive avec une idée et ils nous aident à le développer. Et donc, aujourd'hui, je travaille encore dessus, donc 6 ans après. Mm-hmm. Et d'ailleurs, j'en dis pas trop, juste parce que c'est trop tôt et que je me réjouis de... Je travaille tous les jours dessus et je me réjouis de... D'ailleurs, j'espère, peut-être que je reviendrai ici, j'espère, oui. Pour l'expliquer un peu plus, on va dire, de manière approfondie. Et je pense que le jour où ça sortira, ce sera en tout cas une très grosse étape dans ma vie, parce que ça fait quand même maintenant un petit temps que je travaille dessus. Et que ça m'a permis aussi de travailler à plusieurs dessus. Maintenant, je travaille avec 4 ingénieurs et tout ça m'a ouvert énormément de portes et a aussi fait que je fais quelque chose aujourd'hui auquel j'aurais même jamais pu penser, peut-être dans mes rêves, et que tout s'est très fort accéléré grâce à ce projet. Aussi, j'ai été aux États-Unis, qui m'a fait changer la vision et aussi qui m'a fait évoluer en tant que personne. C'est grâce à ça, en fait. Et donc, je dois beaucoup à ce projet. Oui. Je te réinviterai pour en parler quand tu seras sorti. Merci beaucoup. Youhou. Mais et quand tu as tous ces professionnels, justement, qui soutiennent autant ton projet, qui écrivent les lettres de motivation à l'université, ça te fait quoi? C'est quand même ça te donne une confiance en ton projet? En fait, ce qui est assez marrant dans tout ce qui m'est arrivé, c'est qu'au moment même, je m'en rends pas hyper compte. C'est après où vraiment je me suis rendu compte, ok, en fait, pour être hyper honnête, être dans une université américaine comme l'expérience que moi j'ai eue, c'est tellement différent que l'Europe, c'est tellement autre chose. C'est, en tout cas, dans tout ce qui est technologique, ça nous ouvre tellement les portes. On a besoin d'une pièce pour développer un produit. Le lendemain, on l'a sur notre bureau. C'est quelque chose qui, techniquement, ce ne serait pas possible en Belgique, je pense. En tout cas, pardonnez-moi si ce n'est pas le cas, mais de mon expérience, en tout cas. Et donc, par après, je me suis dit, ok, là, enfin, par après, quand je dis ça, c'est 1 mois après que je sois arrivé à l'université. Je me suis dit, ok, j'ai trop de chance. Et du coup, j'ai même réenvoyé un mail à toutes les personnes qui m'ont supporté en disant, je ne me rendais pas la chance que j'avais d'avoir eu votre support. Encore merci. Et encore aujourd'hui, les personnes savent très bien de qui je parle. Je leur dis devant tout le monde, merci beaucoup. Vous m'avez énormément aidé. Et ça, je leur en serai redevable toute ma vie, même si je sais qu'ils l'ont fait avec plaisir, parce que c'est clair qu'avoir des sociétés comme ça qui envoient une lettre de motivation pour un élève, je pense personnellement que ça ajoute énormément de crédibilité à la candidature et ça aide énormément. Maintenant, il faut aussi savoir que je travaillais avec Georgia Tech avant d'appliquer. Je travaillais déjà depuis 6 mois avec eux. Et donc, ce qui change aussi énormément, c'est qu'ils connaissaient ma candidature et ils connaissaient le personnage avant de m'accepter et ils connaissaient la qualité de mon travail avant de rentrer en tant qu'élève. Et donc, voilà. Mais ça reste tout de même gratifiant, même si tu connaissais... Oui. Et même, ça reste hyper gratifiant. Et même, je suis même redevable à l'université elle-même, Georgia Tech, parce qu'elle m'a aussi ouvert les portes. Elle m'a poussé à faire un double master. Du coup, j'ai aussi fait un master en tout ce qui est électronique, parce que j'en avais besoin pour mon projet. Elle m'a poussé les portes où
où je me suis... le 3e trimestre, j'ai dû donner cours à une classe entière de 30 élèves de 2e et 3e bachelier. Quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Et même mes amis, s'ils savaient que j'avais... Enfin, ils le savent, mais quand je leur ai dit que j'étais prof, ils se foutaient de ma gueule parce que... bon, ben voilà, c'est pas spécialement mon profil de base. Même si je dois dire que j'ai adoré et que j'ai trouvé ça même hyper gratifiant. Et surtout, j'ai appris énormément des élèves. C'était vraiment une très chouette expérience. Et du coup, voilà, donc en gros, je suis redevable à tout le monde et je remercie tout le monde. Et tu as travaillé aussi sur d'autres gros projets à Georgia Tech. Enfin, voilà, c'est une école qui te donne beaucoup d'opportunités à ses étudiants. Oui, énormément. À partir du moment où on suit. Par exemple, donc, moi, je suis arrivé en 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que mon premier semestre, ils m'ont testé pour voir un peu si ça va ou pas. Il faut se mettre à jour par rapport aux autres. Et puis, mon 2e trimestre, là, justement, on m'a dit « Ok, t'as hyper bien géré ton premier. » Et je suis arrivé, j'oublierai jamais, en janvier. Et donc, on est 15 à être acceptés par an, mais 30 en tout, parce qu'il y a 2 ans. Et il y a 3 titulaires qui ont chacun 10 élèves. Et donc, chaque semaine, on a vraiment... dans mon cas, une titulaire qui s'occupe de toi et qui vraiment t'accompagne dans tes projets. Et du coup, je n'oublierai jamais en janvier, quand je retourne pour le 2e semestre, elle me dit bon, voilà, tu as besoin d'électronique pour ton projet. Je t'ai inscrit et t'es accepté dans toute la branche ingénieur électronique. Est-ce que tu es d'accord de faire ce master-là en plus en 1 an et demi au lieu de 2 ans? Ça va être du travail, mais on sait que tu peux le faire. Mais en fait, on n'a pas le choix. Je devais dire oui. Si je disais non, c'était quoi. Donc de cette manière-là, il te pousse vraiment. Comme le 3e semestre, j'ai eu la même chose pour les profs, enfin pour être prof et donner cours. Et le 4e, là, j'avais mon gros projet à rendre de toute ma thèse, on va dire. Donc là, j'ai dit, j'ai vraiment envie de me concentrer dessus. Et c'est pour ça que j'ai pu donner cours. Mais je pouvais donner cours si je voulais. Et alors, à côté de ça, vu que chaque élève en fait a des projets bien spécifiques que eux ont apportés, et bien tout le monde vient d'un background différent. Donc il y avait des ingénieurs civils, il y avait des ingénieurs dans tout ce qui était software, coding, il y avait des gens qui n'étaient pas ingénieurs, beaucoup, 95% étaient ingénieurs ou avaient pas le certificat d'ingénieur, enfin le diplôme, mais touchaient à tout ça. Mais il y en a qui créaient des robots, toutes des choses comme ça. Et du coup, ça m'a permis de travailler sur énormément de projets, que ce soit dans l'université ou à l'extérieur, parce qu'il y a aussi des gens de Atlanta qui viennent chercher des élèves en fait dans notre département pour travailler avec eux. Ah oui. Donc quelques projets, c'était la prothèse de Jason Barnes, qui est devenu, c'est quelqu'un qui a perdu son bras. Il a été amputé à cause d'un accident de travail. Et c'était un batteur, et du coup il a approché Georgia Tech pour qu'on lui développe une prothèse qu'on a vendue à Google il y a maintenant 9 mois ou une petite année, disons. Et c'est la prothèse la plus performante au monde pour le moment, donc c'est hyper cool d'avoir pu voir comment il faisait, tout ça. Et sinon il y a plein de projets, mais un autre qui me vient à l'esprit, c'est le robot Shimon, qui lui c'est en gros un robot qui joue au marimba, et donc qui accompagne n'importe quel musicien qui joue par exemple au piano, et il improvise en jouant au marimba en temps réel avec la personne qui performe. Maintenant il chante aussi, mais ça c'est pas moi qui ai travaillé dessus. Mais t'as fait un morceau avec le robot. Oui, j'ai donc mon morceau You and I, si vous connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Spotify. Pas beaucoup de gens savent, mais au tout début, il y a un marimba. Et en fait, de base, ce morceau a été créé pour présenter Shimon à l'Amsterdam Dance Event à Amsterdam, du coup. Mais en fait, c'est le moment où il y a eu le Covid. Du coup, tout a été annulé. Mais j'avais des contrats. Il est sorti sur Sony Music, une division de Sony One7 et Disco Wax. Et du coup, on était obligé de sortir le morceau. Et donc, ça s'est pas fait. Mais de base, tout ce morceau a été conçu pour le robot, avec le robot. Et d'ailleurs, je le dis pas souvent, mais toutes mes musiques
sont liées à la technologie. Et c'est ça un peu ma marque de fabrique et que j'essaye de faire. Et en temps voulu, je le communiquerai un peu plus. Et oui, pendant tout ce temps-là, pendant toutes tes études, tu as continué à te produire et à continuer à t'améliorer aussi dans la musique en tant que producteur, en tant que DJ. Alors oui, en fait, j'ai eu énormément de chance, de nouveau. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Georgia Tech était très intensif pour moi. Et il y avait vraiment une différence de culture. Et je logeais avec des Indiens, avec des Américains. Et parfois, je devais souffler. Parce que, bon, il ne faut pas oublier, j'étais la seule. Je connaissais personne. Du jour au lendemain, dans des études qui me demandaient extrêmement beaucoup de travail. En semaine, une journée type, c'était 7h du matin, 1h du matin. Et donc, en fait, ma manière de souffler, c'était le sport. Et c'était aussi créer de la musique. Et du coup, souvent, je me retrouvais à créer de la musique quand j'arrivais pas à dormir. Parce que du coup, quand on travaille beaucoup, je sais pas pourquoi, mais on a aussi des insomnies. Et donc, je me retrouvais à vraiment créer des musiques et tout ça. Et j'étais tout content parce que j'avais réussi à être le seul élève qui avait accès au studio de l'université quand je voulais, même la nuit. Donc, je pouvais y aller quand je voulais. Évidemment, je passais beaucoup de temps là. Du coup, j'ai continué. Et alors, à côté de ça, en fait, je me suis fait repérer à Atlanta pour la musique grâce à une conférence que j'avais donnée à Georgia Tech. Et là, il y avait quelqu'un qui était venu et qui avait adoré la manière ma manière de penser dans ma production musicale et mes musiques. Et du coup, il m'a proposé de venir jouer dans une boîte de nuit. Et en fait, par hasard, ça a cartonné. Et donc, je me suis retrouvé à être résident dans cette boîte de nuit. Et ça aussi, ça fait partie d'un truc un peu ouf qui m'est arrivé parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé résident dans une boîte de nuit qui est rankée dans les 100 meilleures boîtes Billboard. Donc c'était vraiment un gros truc. Et donc là, je me suis retrouvé du jour au lendemain à ouvrir pour des grosses stars comme Jay Hardway, enfin il y a Nick Romeo, enfin il y en a plusieurs. Et puis ce qui s'est passé, c'est que à Atlanta, c'est très rap, hip-hop. Et moi, j'arrivais vraiment avec mon style musical qui était en Europe. Voilà, j'ai mon style, mais il y a plein de musique dans le style, la house, future house, bass house. Et il y a plein d'artistes et des artistes géniaux qui font ça hyper bien. Mais là-bas, ils ne connaissaient pas encore. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance, une fois de plus, où je suis vraiment arrivé avec un nouveau style. Et du coup, les gens à Atlanta trouvaient ça vraiment cool et innovant. Et du coup, il y a une autre boîte de nuit. Enfin, c'était pas une boîte de nuit, c'était un hall. Donc, le Believe Music Hall, qui est un peu, en fait... l'équivalence de l'ancienne Belgique à Bruxelles, disons, qui faisait venir aussi des grosses stars, je sais pas, Oliver Heldens, enfin plein. Et eux, ils avaient entendu parler de moi et du coup, ils voulaient aussi m'avoir. Et du coup, je me suis retrouvé à devoir aller jouer là. Et puis, ils commençaient à adorer ce que je faisais. Donc là, j'ai eu de la chance de jouer avant le show de Oliver Heldens, de Disco Fries, de Mala, enfin de plein d'artistes. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je commençais à jouer plus là qu'à ma résidence. Du coup, ma résidence disait non, mais tu dois jouer plus ici. Et donc, je commençais vraiment à avoir vraiment tout le temps des sets à Atlanta et dans des énormes boîtes. Donc ça m'a beaucoup forgé, on va dire, et créé vraiment mon expérience. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est là que ça s'est fait, et aussi à Londres. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ça a évolué. Et puis, à un tel point qu'il y avait même quelqu'un qui m'avait organisé une tournée aux États-Unis, sauf qu'il y a eu le Covid, et j'ai dû rentrer. Et c'est à ce moment-là où, pour moi, ça a été un peu dramatique, dans le sens où tout commençait à décoller, mais quand on est un très petit artiste comme moi, quand ça commence à décoller, le Covid tombe très mal, quoi. Il faut tout recommencer. Genre, maintenant, je dois tout recommencer de zéro parce que 2 ans, ça fait beaucoup. Les gens des boîtes de nuit changent. Enfin, tout change. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Atlanta en train de jouer dans des endroits géniaux. Et voilà. Et donc ici, on est dans ton studio en Belgique, mais c'est pas seulement un studio. Tu as tout un gros projet que tu es en train de créer ici. Tu peux expliquer un peu ce que tu veux faire ? Alors oui, en tout cas, ici, on est dans le studio que j'ai créé. Justement, j'ai commencé à
à le développer pendant le Covid, tout seul. Donc j'ai vraiment construit même les murs en béton, avec des seaux que je remplissais tout seul. Donc le projet ici, en fait, je vais bientôt, dans les prochains mois, ouvrir mon studio d'enregistrement. Le but c'est pas un studio d'enregistrement comme les autres, dans le sens où on va sélectionner des artistes dans lesquels on croit. Et on va essayer de créer une espèce de famille et de grandir tous ensemble. Mmh. Donc ici, c'est mon studio aussi où j'ai un département soudure, un vocal booth et la pièce de mixage et de mastering, donc le vrai studio. Et le but est vraiment donc il y a un côté où je crée des nouvelles technologies que je teste dans le studio, que j'utilise pour vraiment enfin créer toutes mes musiques. J'ai enfin un endroit fixe où je peux le faire, donc un lieu de travail, c'est un monde de différence. Et donc, en fait, je me suis créé aussi tout un réseau belge avec des ingénieurs, des musiciens, des guitaristes, enfin, de tout, très performants qui ont vraiment une plus-value et déjà une importance dans le milieu musical belge et même international. Et donc, pour le moment, je suis déjà ingénieur du son pour plusieurs labels. Et je produis aussi énormément de musique pour des artistes, anonymement. Mais j'ai trouvé que c'était chouette d'en faire un vrai projet. Et du coup, on a déjà un groupe qui sera résident ici et on est à la recherche d'autres. Mais le but, c'est qu'ils puissent venir ici, par exemple, pendant 4 jours ou 5 jours ou même une semaine, où on verra. Et alors qu'ils aient l'occasion, en fait, de produire de la musique et d'avoir accès directement à un ingénieur du son qui est sur place, à un vocal booth, donc pour enregistrer toutes les voix ou bien des batteries, enfin un peu de tout, en temps réel ici aussi, et puis qui ressortent de leur semaine, ou bien parfois c'est juste une journée, enfin ça on verra encore, avec un produit fini. Évidemment, on acceptera aussi les artistes qui veulent faire une session d'1 jour ou de 2 jours et booker ça comme ça. On ne sera pas obligé d'être résident pour utiliser nos services, mais le but est quand même d'essayer d'avoir 10-15 artistes dans lesquels on croit, qui viennent travailler ici souvent et avec qui on grandit, et vraiment d'essayer de voir jusqu'où chaque projet peut nous mener. Et ce réseau comme ça en Belgique, du coup, tu l'as construit comment ? Étant donné que tu as passé beaucoup d'années à l'étranger, tu l'avais construit déjà petit à petit avant, ou ça s'est fait comment ? Non, ça s'est fait petit à petit. Et puis, c'est pas parce que j'étais aux États-Unis que je travaillais pas avec des Belges à distance. Donc eux, ils m'ont toujours été très, on va dire, fidèles, et je serai fidèle avec eux aussi. Et puis sinon, beaucoup de rencontres via. Évidemment, il n'y a pas que des Belges, j'ai aussi des musiciens du coup étrangers qui sont très doués, auxquels mes résidents auront accès, évidemment. Et puis sinon, il y a aussi une organisation que Alan François gère, avec qui je m'associe. Et donc je deviendrai un studio dans lequel eux ils peuvent rediriger toute leur association, et donc c'est We Are Musicos, c'est ça ? C'est exactement ça. Et du coup ça, je suis hyper excité. Alan aussi. Et donc on se réjouit de ça et de commencer ce projet, on va dire, de manière un peu plus professionnelle, dès que tout est prêt, vu que je fais tout moi-même, ça prend un peu de temps que tout le studio soit vraiment parfait, pour pouvoir vraiment l'annoncer, on va dire, sortir le site et tout ça. Pour le moment, je travaille déjà pour beaucoup de gens, mais c'est plus du bouche à oreille. Et c'est en attendant mais c'est aussi, ça a du charme aussi, parce que dès qu'ils viennent, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose à évoluer, et du coup ils sont là, dingue, par rapport à il y a 1 an et demi, c'est déjà ouf, et donc voilà. C'est génial. Et du coup, oui, comme tu as ton passif d'ingénieur, enfin tu es ingénieur,
as tout créé vraiment toi-même ici. Même tu es en train de travailler sur une guitare électrique. C'est vraiment proposer un univers vraiment personnel et unique, ce que tu fais ici. Exactement. Alors la guitare, c'est vraiment pour mon projet Alberca. Donc mon projet Alberca, de plus en plus, et je vais commencer en temps voulu à le communiquer, mais en fait, le but est certes de faire de la musique que j'aime bien, mais le vrai but derrière aussi est de le faire d'une manière différente, c'est-à-dire que dans chaque musique que je vais sortir, il y aura une nouveauté technologique derrière. Alors maintenant, parfois ça va s'entendre, parfois pas. Une des choses sur lesquelles je travaille maintenant, c'est de créer ma guitare électrique bien propre. Évidemment, pour le commun des mortels, ça va toujours sonner comme une guitare électrique, mais à mes yeux, j'aurais fait de A à Z, donc j'aurais gravé le bois, j'aurais peint, j'aurais fait toute l'électronique à l'intérieur, j'aurais construit vraiment de A à Z, et du coup l'idée c'est que n'importe quel guitariste qui vient jouer sur un son Alberca, eh bien va utiliser cette guitare, et donc le son sera vraiment propre à la guitare. Évidemment, si on le met dans des amplis différents, ça aura un son différent. Donc la guitare a une panoplie de sons très différentes, mais symboliquement, ça sera toujours joué avec la même guitare. Et dans le même aspect et dans la même continuité, il y a d'autres choses qui s'entendent beaucoup plus. Par exemple, des préamplis que tu vois là à droite, où je fais passer mes synthétiseurs dedans. Ce sont des préamplis que j'ai fait moi-même avec des résistances et des condensateurs bien spécifiques, avec des transfos bien spécifiques pour avoir tel type de son et tel type de chaleur. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, ça, c'est vraiment pour le projet Alberca. Évidemment, si quelqu'un vient chez moi, un des résidents qui adore cette guitare, probablement qu'il pourra l'utiliser, et ce sera même un honneur. Mais ce ne sera pas à tout le monde, ce sera plus quelque chose d'exceptionnel pour vraiment essayer de garder ma touche. La guitare, bon, je pense que voilà, ce sera plus quelque chose de... Je veux dire, ça va toujours sonner comme une guitare, mais probablement différente. Peut-être même plus cheap vu que ce sera ma première guitare que les guitares Fender hyper incroyables. Mais du coup, peut-être que probablement je devrais en faire plusieurs avant d'arriver à un vraiment bon son. Mais tu comprends le concept. Oui. Et la mentalité qu'il y a derrière mes musiques et mes projets. Évidemment... c'est tout à fait envisageable que les résidents qui soient ici, ou les futurs résidents, disent « Oh, il faut trop développer ça », et qu'on développe un truc tous ensemble pour le studio et pour vraiment avoir une plus-value, quoi. Le but ici est vraiment de construire une famille d'artistes avec vraiment une autre vision et essayer de le montrer au monde. Et tu as vraiment, du coup, maintenant un profil entrepreneurial. Est-ce que tu t'imaginais déjà avant même avant tes études, devenir un jour entrepreneur, devenir indépendant? Alors, j'ai toujours rêvé, mais comme on va dire comme les enfants, oui, tu vas faire quoi plus tard? Il y avait une époque où je disais pilote d'avion de chasse. Bon, ça, techniquement, c'est pas possible. Mais oui, il y a toujours une partie de moi qui a rêvé de gérer une société, mais je pense que c'était dit en l'air et j'y ai jamais cru. Parce que même quand j'ai commencé, j'étais là, j'ai hésité, j'ai été voir... j'ai des espèces de coachs et j'en revenais pas. Quand j'ai commencé, mon père m'a beaucoup aidé. Il m'a dit « Mais si, vas-y, ton projet en vaut la peine, fais-le, c'est trop chouette. » Donc ça, merci papa et maman et même toute ma famille. Mais de base, non. De base, je me voyais plus aller travailler pour une grande société. J'ai même eu l'occasion. Il faut se dire que j'ai eu des offres d'emploi aux États-Unis où d'ailleurs, ça fait réfléchir parce que bon, quand on est entrepreneur, au début, je pense que je ne me rendais pas trop compte, mais il y a vraiment des hauts et des bas. C'est très dur, mais très chouette et hyper excitant. Mais c'est vrai que parfois, au moment où je suis dans les creux et dans les bas, et que je repense aux offres d'emploi qu'on me donnait avec les salaires américains qui sont quand même, qu'on se le dise, pas du tout la même chose qu'en Belgique, ça fait réfléchir. Mais aujourd'hui, à refaire, et je suis pas dans un haut, je suis tout à fait normal, je regrette pas du tout parce que j'ai déjà appris tellement et c'est une expérience qui, aujourd'hui, si tout se crache,
et que je dois recommencer à aller travailler pour une société, j'aurais appris tellement que juste merci tout le monde qui m'a conseillé de commencer ça. Même si c'est beaucoup et énormément de travail, je les remercie tous les jours et c'est trop chouette. Bon, peut-être pas tous les jours, dans les moments bas, voilà. Mais donc voilà. Et c'est vraiment la mentalité américaine qui t'a aidé à te lancer, en fait, à lancer tes sociétés. Alors, c'est vraiment la mentalité américaine, oui. Mais c'est aussi mon projet. Dans la même continuité où mon projet m'a amené aux États-Unis, je sortais de mon université avec tous les profs qui me disaient ça tu dois continuer, ça tu dois continuer, tu peux vraiment changer la manière, ça tu dois faire, n'abandonne pas. Et du coup j'en ai parlé autour de moi, ils m'ont dit non vraiment tu dois le faire. Et puis le projet du studio par contre, c'est quelque chose qui est arrivé pendant le Covid. Au début, je créais un studio. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps. Un studio juste pour moi en tant qu'artiste. Et donc, je créais juste un endroit de travail en fait, pour enfin pouvoir avoir un endroit fixe où je pouvais créer de la musique. Et puis très vite, en développant mon autre projet, j'ai réalisé que j'allais avoir un endroit professionnel pour tester justement tout le son qui passait à travers, de manière vraiment audiophile. Et du coup, j'ai un peu regardé aux alentours en Belgique, louer un studio à chaque fois, ça coûtait une fortune. Et donc, j'avais les connaissances pour créer un studio pro. Vu que quand j'étais à Londres, dans mon bachelier, on a designé énormément de studios. Ça faisait partie du cursus. Et du coup, je me suis dit, let's go. Je vais créer un vrai studio parce que dans la continuité de mon autre projet, ça a du sens. Et au long terme, ça va vraiment ajouter un plus. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et puis, en même temps, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de plus en plus de demandes sur Instagram, sur ma page Alberca, de hello, est-ce que tu pourrais donner un feedback là-dessus? Est-ce que tu pourrais m'aider pour ça? J'arrive pas à avoir un niveau professionnel sur cette track. Qu'est-ce que tu ferais? Parce qu'il faut savoir aussi qu'en parallèle de mes études à Atlanta, j'utilisais le studio d'Atlanta, de l'université pour aider énormément d'artistes et donner cours et tout ça. Je m'étais créé un petit réseau. Et du coup, j'ai réalisé qu'en fait, que c'était tous des services qui étaient rémunérés. Et très vite, j'ai réalisé que ça pouvait aussi financer mon autre projet. Et du coup, j'ai aussi créé une société. Et c'est aussi comme ça que je suis devenu petit à petit ingénieur du son pour des labels, pour des artistes. Et je les aide parfois à finir leur maquette. Parfois, je fais quelque chose de A à Z. Parfois, je fais juste la qualité sonore. Parfois, je fais appel à un autre ingénieur pour la phase finale pour qu'il y ait deux paires d'écoute, d'oreilles, deux avis pour les projets plus exigeants. Ça dépend vraiment. Et du coup, aussi, ça m'a diversifié à mort. Et hyper intéressant. Et j'apprends. Et moi, personnellement, je suis hyper jeune. J'ai tout à apprendre. Je ne sais pas encore grand-chose. Et du coup, voilà, je me suis dit, let's go. Hyper cool. Et aussi, ce qu'il y a aussi, c'est hyper excitant, ça, de nouveau, pour mon projet personnel. Les deux vont en un, mais c'est que ça me permettait aussi d'évoluer dans le matériel que j'utilisais. Là, maintenant, on a une des tables, c'est une bêtise, mais pour quelqu'un qui adore la technologie, c'est hyper cool. On a une table, on est pour le moment, en tout cas, les seuls en Belgique à avoir une Genesis Black de Nive, c'est la Rolls-Royce des tables de mixage, qui combine vraiment le monde analogique avec le monde digital, où il y a tous les boutons qui tournent tout seuls pour quand on doit faire un recall pour un client. Et donc, on veut aussi se positionner dans notre studio qui va bientôt ouvrir, dans vraiment un studio ouvert, technologique et à la pointe. Et ça, c'est clair que sans les clients, sans les artistes qui me font confiance et tout ça, j'aurais jamais pu avoir tout ça et évoluer et tout ça. Et donc c'est aussi ça le but, on va dire, des résidents,
des clients qui viennent indirectement, ils soutiennent le projet. Et dans un premier temps, le but est vraiment de construire le studio et de vraiment avoir quelque chose de ultra performant et de ultra technologique. Et du coup, ce qui est chouette à voir, c'est qu'ils voient très bien que tout est réinvesti dedans. Bon, évidemment, je dois savoir vivre, donc manger, boire, m'acheter mon pain le matin. Mais à part ça, vraiment, 90% est remis dans le studio et dans le projet sur lequel je travaille. Et du coup, ça, c'est hyper cool. Et même pour les artistes, c'est hyper gratifiant parce qu'ils arrivent et à chaque fois, il y a une nouvelle machine. Ou bien, je suis hyper ouvert. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu dois trop avoir ça ». Je l'ai mis sur la liste parce qu'en effet, c'est ouf d'avoir ça. Et comme ça, quand cette personne reviendra au studio, ben, il pourra l'avoir, il ne devra pas trimballer le sien. Ou je pense qu'il l'avait loué parce qu'il n'en a pas. Et ça, c'est aussi un peu la plus-value de la famille qu'on veut créer ici, quoi. Et l'aspect financier, ouais, tu en parles beaucoup de, à chaque fois, réinvestir comme ça tout ce que tu gagnes dans ton projet. Tu as tout de suite eu cette conscience aussi de l'argent ? Mais ça, je pense que je dois remercier ma famille et mes parents qui m'ont toujours éduqué de telle manière qu'il fallait se faire soi-même. Plus tard, je vais avoir une femme que je vais adorer, des enfants, tout ça. Je devrais pouvoir, je veux dire, venir à leurs besoins. Mais évidemment, la vie augmente tous les jours. Moi, je suis assez scié entre... il y a 10 ans et aujourd'hui, notre pain, il coûte le double. Donc, avec 1 euro, on fait de moins en moins, en gros. Donc, il faut en gagner plus. Donc, j'ai tout de suite pris la conscience assez rapidement que je devais économiser et essayer de réinvestir. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui m'a permis de commencer mes projets parce que je mixe depuis que j'ai 12-13 ans. Ça a commencé à être rentable à 14 ans, je pense. Mais j'ai jamais vécu comme un étudiant qui a beaucoup d'argent. J'ai pas beaucoup d'argent, c'est juste que quand on a 14 ans, qu'on mixe et qu'on est payé, et qu'on mixe tous les week-ends et tout, ben, très vite, aux yeux d'un étudiant, ça peut faire énormément d'argent. Et au lieu d'aller avec des amis faire la fête, ben non, moi je mettais tout sur un compte, jusqu'à un moment où je me suis dit, bon, ben ok, j'ai un peu d'argent, il faut que je la réinvestisse. Et j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où les investissements que j'ai faits et les décisions que j'ai prises avec les personnes qui m'ont aidé, que ça a porté ses fruits et que ça m'a permis, on va dire, de commencer Aka Production et mon autre projet. Donc oui, je dirais, mais je pense que c'était un naturel dû à mon éducation. Et 2 aussi au fait que mes parents sont très ouverts et que vu qu'ils se sont hyper fort intéressés dans ce que je faisais et de ce que mes sœurs faisaient aussi, on s'entend très bien et donc on parle de beaucoup de choses et donc on les écoute aussi dans leurs conseils et vu que c'est aussi leur mentalité, eh bien ça m'a permis vraiment de pouvoir mettre de côté et pas de juste tout dépenser. Et on l'a dit plusieurs fois, donc tu es jeune. À mon avis, celles et ceux qui nous écoutent se demandent quel âge tu as. Donc tu as 26 ans, c'est ça ? J'ai 26 ans. Oui. Et donc, comment ça se passe au niveau de ta crédibilité ? Est-ce que quand les gens te voient arriver, est-ce qu'ils te jugent entre guillemets parce que tu es jeune ? Comment t'installes ta crédibilité justement dans le milieu ? Bonne question, mais je sais toujours pas si je suis crédible. Ah ouais, ça c'est autre chose. Donc, mais je pense qu'on voit que j'ai une passion et que j'essaye de bien faire. Quand j'ai quelqu'un qui vient, par exemple, travailler sur un de ses projets, le but est de grandir ensemble. Probablement que les personnes qui vont venir ici, au début, ils vont pas avoir le meilleur produit. S'ils vont chez un ingénieur qui a 60 ans ou 50 ans d'expérience, ils vont avoir un truc mieux, ce qui est assez logique. Ils ont une oreille plus entraînée et ils ont 50 ans d'expérience derrière eux. Donc j'espère surtout que les ingénieurs qui ont 50 ans d'expérience arrivent à faire un meilleur travail que moi. Honnêtement, je les plaignerais sinon. Mais par contre, dans l'optique où ils viennent ici et on grandit ensemble, ils peuvent être accepter certaines choses et se dire ben voilà, et surtout être hyper transparent et me dire ça va pas, ça va pas, ça il faut améliorer, et on le fait jusqu'à ce que ce soit bien et assez bien pour le mettre
et évidemment sur les plateformes. Maintenant, où j'ai beaucoup de chance, c'est qu'il y a des labels qui me font confiance. Et donc ça me donne aussi un peu de crédibilité dans le sens où si eux me font confiance alors que ce sont des professionnels c'est leur business model, un label c'est une société, ça veut dire que le travail est non plus pas si mal. Mais sinon, je pense aussi que tout simplement en découvrant le personnage, en voyant que je suis pas quelqu'un qui est méchant, je mords pas, et qu'on peut me parler et que je suis ouvert et que je sais que je dois m'améliorer dans plein de choses et que je suis là même pour ça, je pense que ça met un vibe où les gens me crédibilisent ou je sais pas, ou en tout cas me font confiance. Je sais pas si crédibilise est le bon terme. Du coup voilà, donc vous allez me dire si je dois faire quelque chose pour être plus crédible, surtout dites-le moi. Et donc à quoi ressemble maintenant à quoi vont ressembler les prochaines semaines, les prochains mois? C'est vraiment le studio et ton projet? Alors c'est le studio, le projet et pour le moment j'aimerais bien quand même un peu relancer le projet Alberca, qui a été un peu quand même, on va dire, pas à l'abandon, mais un peu moins soutenu pendant le Covid. Parce qu'il faut quand même se dire que pendant le Covid, ça se sait sûrement pas, mais je veux dire, j'ai essayé 2 fois de prévoir toutes mes dates de l'été et tout ça, et puis 2 fois, tout a été annulé à cause du Covid. Donc j'avoue qu'on m'a pas beaucoup vu cet été. Mais en fait, on m'a juste vu aux États-Unis. C'est aussi à cause de ça, c'est parce que j'en ai eu marre, ça prend énormément de temps. Et du coup ce qui se passe c'est que j'en ai eu marre et donc j'ai plus mis d'énergie là-dedans, mais je trouve ça quand même chouette et dans la continuité du projet pour tester si les morceaux sont chouettes, si ce que je fais pour d'autres et pour voir si mes technologies ajoutent vraiment quelque chose dans le son. En fait c'est hyper utile de performer et d'aller jouer à des festivals, de voir comment les gens réagissent. Et donc, pour ça, j'aimerais bien aussi un peu recommencer à jouer un peu à gauche, à droite. Trop bien. Je vais te poser la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? J'aimerais oser lancer mon projet parce que, à mon sens, il n'est jamais assez fini. Mais je sais que je vais oser un jour. Donc, je ne sais pas si ça répond complètement à ta question. Sinon, ce que j'aimerais oser faire et que je n'ai pas encore fait, mais moi, si je sais que c'est réalisable, je le fais. Donc, pour le moment, je suis tellement focus dans mes projets que voilà, pour le moment, c'est plus commencer à vraiment le faire de manière plus sérieuse et de passer en mode, ok, Antoine, maintenant, tu fais ça. Tu y vas à fond et tu assumes, tu fais de la musique, tu as K-Production, tu as ton autre projet. Parce qu'avant, la musique a toujours été en fait un peu une passion à côté. Je le faisais à gauche, à droite, et puis ça a évolué. J'aimais tellement que j'en ai fait mes études, mais dans une partie plus technologique. Maintenant, c'est plus, on va dire, assumer. Je suis Alberca, je fais ça à fond et voilà quoi. Parfait, c'est une belle réponse je pense. Merci beaucoup de m'avoir eu en tout cas. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci Alberca d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets quelques liens pour découvrir ce dont on a parlé dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast et Spotify et à vous abonner à Compose sur Instagram, Facebook et Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.